Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mickaël. Bonjour Hugues. On est ravis Bonjour à de tous. vous accueillir pour ce nouveau webinaire Omuni TV. Aujourd'hui, effectivement, sur une thématique qui est assez importante, on estime par rapport au contexte, notamment, on y reviendra Mickaël, sur la thématique de la retraite. Et donc, du coup, cette thématique est effectivement importante aujourd'hui dans notre société, dans la société française. On va essayer de vous expliquer avec Mickaël comment l'outil assurance vie est un outil particulièrement utile pour pouvoir préparer au mieux cette retraite. Et donc, du coup, on refait les présentations rapidement. Moi-même, Hugues Delatouche, je suis directeur de l'épargne chez Omunity. Je suis accompagné à ma droite par Mickaël, qui est notre directeur du développement. On a, comme toujours, la possibilité de répondre à vos questions. Donc, vous avez accès en bas à droite du webinaire à un outil de questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet. On se fera un plaisir d'y répondre plutôt en fin de webinaire si ça vous convient. Donc, on va se réserver une petite quinzaine de minutes à la fin de notre session. Et aujourd'hui, on prévoit, si ça vous va, de passer à peu près 45 minutes ensemble. On va passer une première trentaine de minutes sur la présentation de l'ordre du jour et puis ensuite une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions et avoir un moment d'échange avec vous. Vous êtes effectivement assez nombreux à vous être inscrits. On est vraiment ravis que cette thématique vous ait plu. Pour l'ordre du jour, il est décomposé en 3 temps. On va commencer par vous faire quelques rappels sur l'assurance vie et pourquoi elle est particulièrement pertinente par rapport à la retraite. Dans un second temps, on va vous présenter comment on peut construire une stratégie qui est pertinente avec l'assurance vie pour pouvoir, encore une fois, préparer au mieux sa retraite. Et puis ensuite, dans un troisième temps, avant de répondre à vos questions, on abordera les bénéfices de l'assurance vie et comment les maximiser au moment où on se rapproche de la retraite. Ce qui est important sur l'assurance vie, c'est que c'est un véhicule qui est complexe, qui a vocation à vivre dans le temps. Et effectivement, les besoins qu'on peut avoir quand on a 20 ans, 30 ans ne seront évidemment pas les mêmes quand on se rapprochera de la retraite. Donc, il y a des choses à faire, que ce soit en termes de versement, en termes de support, en termes de retrait, par rapport à cette approche de la retraite. On va pouvoir commencer. Et donc, du coup, Mickaël, on va aborder cette première thématique, comment l'assurance vie est réellement importante par rapport à la retraite. Et du coup, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, on voulait prendre un petit moment avec vous pour pouvoir poser le contexte des retraites et les enjeux de vieillissement de la population française. Effectivement, et merci Hugues. Aujourd'hui, cet enjeu est pratiquement vital d'anticiper et de préparer sa retraite. Je commence par les conclusions, je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous donner des données importantes, le Conseil d'orientation des retraites a estimé un déficit de 0,4% du PIB en 2030, ce qui va faire à peu près 10 milliards d'euros en plus de déficit. Donc, plus on va avancer, plus il y aura de déficit, plus le système par répartition va être effectivement contraint de modifier sa structure. Ça vous donne quoi en termes de moyenne des retraites à fin 2023? Pour vous donner une idée, on était à 1626 euros par mois de moyenne des retraites en France. Alors, ça veut pas grand-chose, pas dire grand-chose, mais ce qui est important, en fait, c'est l'augmentation de 5,4% en euros entre 2022 et 2023 des retraites, mais c'est une baisse de 0,4% en euros constants sur la retraite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une érosion du pouvoir d'achat, en plus du fait que ce système des retraites ne soit pas bénéfique sur l'avenir. Sur les 200 participants qu'on a, on a regardé, il y a une cinquantaine d'indépendants et le reste plutôt salariés et quelques dirigeants d'entreprise. Il est important de prendre en compte l'écart entre la retraite d'un salarié et la retraite d'un indépendant. La pension moyenne des indépendants aujourd'hui, elle est de 1065 euros brut à la fin 2022, début 2023. Quant aux salariés, on est à 1817 euros. Donc cet écart, il s'explique surtout par des cotisations inférieures qu'on peut avoir et des carrières parfois plus fragmentées chez les indépendants. Donc, qu'on soit indépendant, c'est sûr et certain qu'il va falloir y réfléchir parce que le montant moyen brut est compliqué. Et pour un salarié, c'est certes
pas mal d'avoir effectivement 1800 euros, mais on va regarder maintenant une autre composante de la retraite, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et le taux de remplacement diffère encore plus selon le statut. Le salarié secteur privé, on est environ à 50% pour une carrière complète. Pour un fonctionnaire, on est taux moyen de remplacement de 75% en raison des modalités spécifiques qui sont liées aux fonctionnaires. Et donc, forcément, si aujourd'hui, Hugues, j'ai 4000 euros de revenus à la fin de ma carrière, j'aurai effectivement 50% de mon salaire qui sera donc non remplacé, que je vais devoir effectivement travailler. Donc, commencer le plus tôt possible pour que cette épargne qui débute et qui est investie régulièrement et qui fait des petits en intérêts composés puisse vous bénéficier au moment de la retraite. Merci beaucoup, Michael. Et c'est vrai que c'est un point qui nous paraît vraiment clé. On évoquait sur la partie inférieure gauche du slide le financement des loisirs. Bon, on ne vit pas que pour les loisirs, mais c'est certain que quand on part à la retraite, alors peu importe, on ne va pas faire de politique aujourd'hui, Michael, sur l'âge de départ à la retraite, mais on sait que cet âge de départ à la retraite va probablement, c'est déjà été le cas, être amené à être modifié sur ces prochaines années pour partir à la retraite un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, on va y revenir sur le slide suivant, on se retrouve à avoir une durée de vie qui va être plus longue et donc du coup, la vie ne s'arrête pas au moment où on part à la retraite. On a encore de nombreuses années à vivre si on n'a pas eu de problème de santé et donc du coup, il faut bien financer son train de vie, il faut bien financer ses dépenses, il faut bien financer ses projets, il faut bien financer ses loisirs et donc du coup, il faut trouver une manière de pouvoir compléter la perte de revenus qu'on a par rapport à l'activité, que ce soit indépendante que tu présentais ou salariée, au moment où on part à la retraite. Et donc là, pour le slide qui va suivre, qui correspond donc en fait à la compréhension de la composition âge de la population française en janvier 2024, pyramide des âges, pyramide des âges. On voit que finalement, plus de 75 ans, on est quand même à plus de 10%, ce qui correspond donc au vieillissement de la population. Ces personnes-là sont inactives et donc pèsent dans le système des retraites. On voit également que sur 65 à 70 ans, on rajoute 10%, donc on a pratiquement plus de 20% aujourd'hui qui ne cotisent plus en tant que cotisants. Et c'est important de voir qu'en 2021, on était à 1,7 cotisants pour un retraité et on était à 1 pour 4 en 1950. Pour vous donner effectivement finalement cette courbe sur laquelle on arrive à un point de non-retour au moment où on aura 1 pour 1. Ce qui est malgré tout, on peut avoir un peu de positif là-dedans, c'est le grand écart. On voit effectivement que les personnes de moins de 15 ans correspondent à 17% de la population. Donc, on a quand même, dans les 20, 25, 30 années, malgré tout, pas la fin du système par répartition, puisque ces personnes-là vont rentrer dans des personnes actives et donc vont cotiser. Mais il va y avoir quand même, malgré tout, cette notion de taux de remplacement qu'on a évoqué, de vieillissement de la population, qui va pas augmenter le nombre de cotisants pour le nombre de cotisés. Ça ne sera pas, on va pas revenir à 1 pour 4 comme avant. Donc, cette nécessité est de commencer tôt à épargner pour ça. Et puis, comme vous le précisez, Michael, on a voulu aussi vous souligner peut-être un point d'évolution qui est important sur ce slide, c'est la comparaison avec des chiffres de 1990. Alors, on parle effectivement 35 ans pratiquement, mais en 35 ans, on a eu quand même un pourcentage de la population française de plus de 75 ans qui est passé de 7,5% à 10,4%, donc quasiment 3% d'augmentation en 35 ans, ce qui est énorme. Donc, certes, on n'a pas les problématiques de natalité, de fécondité comme certains pays, par exemple au Japon. Donc, ce qui est plutôt rassurant sur notre pyramide des âges, c'est qu'on a quand même une base de jeunes, comme tu disais, qui va rentrer dans cette vie active, mais on a quand même un grand écart avec les deux extrêmes, la jeunesse et la vieillesse, qui sont des pyramides qui sont assez remplies sur notre démographie. Alors, sur l'assurance vie, on va vous faire quelques slides de rappel en tant que tel avant d'aller sur des sujets plus techniques, plus précis. Sur la présentation générale de l'assurance vie, on vous invite avec Michael à vous rendre sur la chaîne YouTube d'Omunity et de pouvoir accéder, si ça vous intéresse, au précédent webinaire qu'on avait fait sur l'assurance vie au mois de septembre dernier, et donc sur laquelle vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments de présentation assez détaillés sur l'assurance vie. Donc, c'est pour ça que volontairement, on va passer un peu plus vite sur ces slides-là pour pouvoir vraiment aller dans le détail sur la partie retraite, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, quelques éléments importants à vous rappeler, c'est que l'assurance vie reste un véhicule de placement
incontournable pour les ménages français, qui permet de répondre à des objectifs qui sont très variés, de constitution d'épargne, de constitution de complément de revenus, de préparation à la retraite, c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, de transmettre son capital à des bénéficiaires. Donc c'est un outil qui est très très varié et qui connaît une année 2024 qui est absolument record. On ne va pas perdre de temps à lire trop de chiffres, mais très important de noter qu'en 2024, on a des encours qui n'ont jamais été atteints. On a des montants versés qui sont également records, et ça, c'est depuis le mois de janvier. Chaque mois, on atteint de nouveaux records parce que tout simplement, on a un contrat qui est adapté au plus grand nombre, sur lequel on peut être très varié en termes de support, faire des choses plutôt sécuritaire, type fonds euro sur lequel vous avez une garantie absolue en capital, ou une diversification via des unités de compte pour aller chercher du rendement. Évidemment, qui dit rendement plus élevé dit risque de perte en capital. Mais voilà, un contrat que vous pouvez moduler pour pouvoir être le plus adapté à vos objectifs de gestion et à votre sensibilité au risque. Et j'ajouterai une dernière chose, effectivement, au vu de l'état déficitaire de la France, on sait que l'assurance vie paye le déficit de l'État puisque les emprunts sont beaucoup logés dans les assurances vie. Donc les avantages en cas de transmission, en cas de vie de l'assurance vie sur lequel on reviendra, ne seront pas remis en cause, en tout cas à ce jour, au vu de l'état, effectivement, et de l'impact qu'a les encours d'assurance vie en France. Tout à fait. C'est vraiment un véhicule incontournable. On ne vous a pas présenté ça, ce sera plutôt disponible sur le précédent webinaire. Quelle est la quote-part des montants investis sur les obligations d'État, sur les obligations privées? Effectivement, c'est un véhicule incontournable pour le financement de l'économie française. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est un contrat qui repose sur 3 piliers différents. Le premier pilier, c'est l'assureur. Donc l'assureur, c'est tout simplement la société qui va gérer le contrat d'assurance vie. Évidemment, tout ça est très réglementé. Le deuxième pilier, c'est le souscripteur, l'adhérent, qui va être le bénéficiaire du contrat en cas de vie. Pourquoi on précise bénéficiaire en cas de vie? Parce que tout simplement, ce contrat, il reste, et ça c'est un point qui est vraiment fondamental, qui est disponible à n'importe quel moment de la vie du bénéficiaire. C'est-à-dire que le souscripteur, s'il le souhaite, peut faire des retraits partiels, totaux. On va revenir sur les modalités de retrait qui peuvent être faites sur une assurance vie, mais vous avez la possibilité de faire des retraits quand vous le souhaitez. Certes, après, il va y avoir des frottements fiscaux qui ne seront pas les mêmes en fonction de la maturité du contrat. Michael, tu le représenteras juste après. Mais il est vraiment important de sortir de la tête que les fonds sont bloqués avant 8 ans, qu'on ne peut pas faire de retrait. C'est totalement faux. Les avoirs sont disponibles et effectivement, le bénéficiaire en cas de vie, c'est bien le souscripteur. Troisième pilier qui est important sur l'assurance vie à retenir, c'est quand même un des objectifs principaux du contrat, c'est le bénéficiaire en cas de décès, donc le ou les bénéficiaires, on y reviendra, qui sont les personnes que vous allez désigner sur le contrat, qui vont pouvoir recevoir les fonds que vous avez investis sur votre contrat, en sachant qu'il n'y a aucune obligation d'avoir des liens familiaux entre un souscripteur et un bénéficiaire en cas de décès. Voilà, bon, petit rappel assez simple, mais on ne va pas encore entrer dans le détail effectivement de cette fiscalité, mais la fiscalité de l'assurance vie, elle a quand même bougé avant 98, avant les versements sur les assurances vie de 1998. Ensuite, il y a eu avant et après 2017. Donc, on est désormais dans la fiscalité des versements après le 27 septembre 2017. Et donc, tout ce qui se passe entre 0 et 8 ans, vous avez la flat tax, qui est aujourd'hui de 30%. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu d'augmentation ou pas. Nous verrons avec le 49.3 en fin d'année, mais pour l'instant, on est à 30%. Au-delà de 8 ans, vous aurez un abattement en fonction de votre régime matrimonial. Que vous soyez marié, vous aurez 9 200 € d'abattement sur vos intérêts et 4 600 € uniquement si vous êtes célibataire. Au-delà, effectivement, de cet abattement, vous aurez un prélèvement forfaitaire de 7,5%, plus 17,2% pour les prélèvements sociaux, qui sera effectivement l'imposition. Bon, on ne va pas rentrer plus dans le détail parce qu'encore une fois, plus on détient une assurance vie, moins on est fiscalisé. Plus on commence tôt à épargner mensuellement ou pas, et on verra après dans les simulations, plus tôt on prépare ça pour la retraite. On peut avoir plusieurs assurances vie pour plusieurs objectifs, un pour la transmission, un pour la retraite.
pour les manquas voilà, de tous les jours, parce qu'effectivement, et ça c'est un point avant de passer à la suite, on ne peut pas utiliser une assurance vie pour la retraite et en même temps pour la transmission parce qu'on va retirer de l'argent sur l'assurance vie. Donc voilà, important de ne pas avoir une assurance vie qui prend tous les objectifs patrimoniaux ensemble. Et si on a, je pense, deux points vraiment clés à retenir sur ce que tu viens de présenter, Michael, sur ce slide, c'est effectivement cet aspect prise de date. Une assurance vie, peu importe le montant que vous allez y placer à l'ouverture, vous faites courir l'échéancier fiscal à partir du moment où le contrat a été ouvert. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des sommes importantes pour pouvoir ouvrir un contrat, comme il est pas nécessaire d'attendre la fin pour préparer sa retraite. Il faut la préparer le plus tôt possible, comme tu le disais. Et puis, que les abattements que tu présentais sur les contrats de plus de 8 ans, on rappelle vraiment à toutes fins utiles que ce sont des abattements qui s'appliquent sur les fractions d'intérêt, sur les gains que vous retirez et non pas sur la fraction de capital. Donc, quand vous avez un contrat sur lequel vous avez 90% de capital, 10% d'intérêt, si vous faites un retrait de 1 000 €, vous allez appliquer la même fraction, 90% de capital retiré, 10% d'intérêt retiré. Vous allez payer la fiscalité sur les 10% d'intérêt que vous retirez et non pas sur la totalité des intérêts latents de votre contrat. Dernier point, on a beaucoup la question de savoir en fait cet abattement sur quoi il s'applique, parce que vous savez que vous avez de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ça ne s'applique que sur l'impôt sur le revenu. Donc quoi qu'il arrive, en fait au-delà de 8 ans, le plus bas est de 17,2. Toujours important d'avoir ça. Concernant la fiscalité en cas de décès, donc avant 70 ans, après 70 ans, donc bien sûr, effectivement, mieux vaut majorer effectivement tous ces versements possibles parce que les avantages en cas de succession sont beaucoup plus importants avant 70 ans puisque c'est à 152 500 € par bénéficiaire par contrat. Donc ça, c'est important de l'avoir sur le capital et les intérêts. Au-delà, effectivement, on sera sur du 20% jusqu'à 700 000 et au-delà, 21,25%. Donc en termes de succession, il n'y a pas mieux pour préparer effectivement sa transmission. Mais encore que, on ne peut pas avoir l'objectif de la retraite et de la transmission dans la même assurance vie. Voilà. Au-delà de ça, bien sûr, au-delà de 70 ans, on a 30 500 € uniquement. Donc, il y a encore un intérêt, mais moindre, mais qu'il faudra effectivement regarder parce que c'est toujours intéressant de l'avoir. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, effectivement, deuxième thématique pour aujourd'hui, c'est comment construire une stratégie vraiment personnalisée pour sa retraite avec l'assurance vie. Alors, il y a un petit problème de... Voilà, on va revenir sur le bon slide. Donc, sur les premiers éléments à avoir en tête pour pouvoir construire une bonne stratégie et avoir un contrat qui est adapté à votre stratégie, c'est que vous avez des options de versement et de rachat qui sont assez variées. Si on veut parler des versements, donc le fait de verser sur un contrat, vous avez différents types de versements qui sont possibles. Le versement unique, c'est vous avez une prime initiale, vous allez faire votre premier versement, vous faites un gros versement, un versement unique, comme on l'a indiqué, c'est plutôt adapté pour les personnes qui bénéficient d'un capital de départ qui est assez important. Et donc du coup, vous versez cette prime unique et vous laissez vivre le contrat. Les versements libres, comme on le précisait il y a quelques minutes, Mickaël, c'est la possibilité à n'importe quel moment de pouvoir abonder sur votre contrat, soit sur les supports sur lesquels vous aviez déjà investi, soit sur d'autres supports. Donc, vous avez vraiment une possibilité de verser, et si le terme est libre, c'est vraiment parce que c'est le cas, c'est totalement libre. Vous pouvez verser de manière totalement libre entre le 1er janvier et le 31 décembre à n'importe quel moment. Et puis, les versements programmés, et qui, je pense, sont de plus en plus importants à avoir en tête, c'est la capacité que les épargnants ont d'abonder de manière régulière sur leur contrat. On nous a précisé les périodicités qui peuvent être assez différentes. Ça peut être du mensuel, ça peut être du trimestriel, ça peut être du semestriel, ce qui vous permet d'avoir une épargne qui va être comme un peu un plan d'épargne logement, qui va être automatiquement prélevé de votre compte et qui va être abondé sur le contrat. C'est particulièrement utile quand on veut investir sur des supports type unité de compte et qu'on veut lisser le point d'entrée au niveau des marchés financiers. C'est vraiment important d'avoir cet investissement de manière progressive. Ça vous permet de ne pas rentrer sur un seul point de marché et du coup de rentrer, on sait très bien qu'il faut rentrer plutôt au plus bas et vendre au plus haut, mais ça c'est la belle théorie. Le faire en pratique, c'est pas si simple. Ensuite, au niveau des rachats, vous avez 3 grands types de rachats qui existent.
Premier rachat, c'est le rachat total. Donc, ça consiste à fermer le contrat et à tout récupérer. Ça, notre conseil, c'est de vous dire qu'à moins d'une extrême absolue, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que vous perdez évidemment dans ce cas-là le cadre fiscal de votre contrat et vous serez obligé de repartir à zéro pour pouvoir ouvrir un nouveau contrat. C'est vraiment très dommageable de le faire. Donc, ce qu'on vous encouragera toujours à faire, c'est si vous avez besoin des fonds, regardez quelle est l'assiette minimum qu'il faut laisser investi sur le contrat. Souvent, on parle de seuils minimums qui sont assez bas pour pouvoir garder l'intégrité fiscale de votre contrat et ne pas le fermer. Et donc, du coup, on aborde plutôt le deuxième type de rachat, qui est le rachat partiel. Ça consiste à récupérer une partie du capital qui est investi sur votre contrat. Et donc, encore une fois, même si vous avez un besoin de liquidité majeur, on vous encourage à faire un rachat partiel quasi total, mais pas un rachat total pour ne pas fermer le contrat. Et les rachats programmés, c'est un outil qui est particulièrement utile, notamment pour la préparation de la retraite et se générer un complément de revenu. C'est la faculté de mettre en place des rachats programmés, et donc sur lesquels vous définissez, en fonction de votre contrat et de l'assureur et des supports, le montant que vous souhaitez percevoir tous les mois. Ce qui est un peu un complément de retraite, et si on le traduit, Hugues, de cette manière-là. Exactement. Donc ça, là-dessus, vous l'aurez compris, des modalités de versement et de rachat très variées. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Si vous avez un doute, prenez toujours vos décisions de manière éclairée et pas par défaut. Donc, sollicitez les experts, sollicitez-nous pour qu'on puisse répondre à vos éventuelles questions. Et Hugues, voilà, si on devait se poser la question de comment utiliser tous ces éléments que tu viens d'évoquer et avoir un contrat adapté à ses objectifs, mais surtout aussi avoir un contrat adapté à la nouvelle génération, on va dire, online, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, plusieurs points de contrôle. On ne va pas lire tout le slide, mais les points clés que vous devez vérifier quand il s'agit d'ouvrir un contrat d'assurance vie et pour savoir si c'est adapté à votre recherche. Quel type de souscription? Est-ce que vous allez voir votre interlocuteur en physique, faire une souscription papier avec un beau stylo et un petit peu de papier? Le point des frais d'entrée, qui est vraiment très important, c'est est-ce qu'au moment où vous faites un versement sur votre contrat, est-ce que l'assureur va prélever des frais d'entrée? On vous a mis une petite infographie assez intéressante de la tribune de l'assurance qui a été publiée sur les primes qui ont été versées en 2023. Sur les 100 assureurs qui ont le plus collecté l'année dernière, ça a représenté 3 milliards de frais d'entrée pour les épargnants. Et ça vient directement impacter la rentabilité, en tout cas pour les premiers mois, les premières années de vos investissements, puisque c'est vraiment des frais prélevés qui sont perdus. Les frais d'arbitrage, si vous souhaitez passer d'un support à un autre, quelle facturation vous allez subir par rapport à ça? Est-ce que vous avez des frais de sortie du contrat? Les frais de gestion, donc combien vous facture l'assureur pour pouvoir gérer ce contrat, les différentes sociétés de gestion qui sont derrière. Quel est le seuil d'ouverture du contrat? Vous avez une palette qui est très large sur la place avec des contrats qui sont très accessibles, d'autres qui le sont beaucoup moins, mais souvent des contrats assez patrimoniaux avec des grosses diversifications sur le marché, en tout cas banque assurance, c'est souvent des contrats qui sont avec des tickets d'entrée assez élevés. Et puis, on parlait des versements programmés juste avant, à partir de quel moment vous pouvez les faire. Ce qu'on a souhaité vous mettre en avant, c'est que sur Homunity, le contrat d'assurance vie Homunity Vie qu'on a lancé maintenant il y a quelques semaines, voilà, on souhaite s'adapter à la philosophie d'Homunity de proposer un contrat qui est à la fois digital, simple, fluide et qui va vraiment être adapté à une typologie d'investisseurs qui est variée, que ce soit des petits porteurs ou des investisseurs très patrimoniaux qui ont des sommes conséquentes à placer. Vous avez un contrat qui est totalement digital, sur lesquels les frais sont très réduits, pas de frais d'entrée, on en parlait juste avant, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, des frais de gestion qui sont très bien orientés par rapport au marché, et puis un contrat qui est accessible, que ce soit au niveau du versement initial ou des versements programmés. Donc faites bien cet exercice de voir, notamment si vous avez déjà des contrats d'assurance vie aujourd'hui, il est tout à fait possible d'en avoir plusieurs, mais est-ce que le contrat que vous aviez ouvert à une époque est toujours adapté et est-ce que vous êtes vraiment averti par rapport aux éventuels frais que vous avez à subir, les frais d'entrée, les arbitrages, les frais de gestion, etc. Sur les scénarios d'épargne, pour essayer de visualiser peut-être un peu tout ça, Michael, si on veut se projeter, même si on sait que effectivement les performances passées ne préjugent pas les performances futures, c'est important de se le rappeler, mais qu'est-ce qu'on peut illustrer pour nos participants aujourd'hui? Alors on a créé, Hugues, 3 profils que vous voyez sur lesquels on les a créés en mission horizon modéré, du
plus risqué au moins risqué, dans la composition en tout cas, hein, 70% d'unités de compte financières, actions, obligations sur l'ambition et 30% d'unités de compte immobilières, que ce soit SCI ou EPCI. Sur celle-ci, si on fait sur un an glissant, la sélection de nos 13 unités de compte, et je vais y revenir juste après sur les sociétés de gestion, aurait, et vous a fait, hein, pour ceux qui auraient pris cette sélection, de 13,6%. C'est excellent pour pouvoir, encore une fois, anticiper et préparer sa retraite et investir régulièrement, bien entendu. Sur un horizon, on est donc beaucoup moins risqué puisque la part, vous le voyez, d'actions est beaucoup moins importante et on commence à intégrer un fonds euro qui, et on reviendra en fin de webinaire, qui aujourd'hui permet quand même d'être à 4,5% de rendement, j'en dirai pas plus, on est à 10,8. Et si on regarde le modéré, qui est normalement le moins risqué, hein, puisqu'on est à 50% de fonds euros et 50% d'obligations, hein, donc c'est des obligations d'entreprise, certes au rendement, et j'y reviendrai après, on est à 7,2%. Ça traduit deux choses. Déjà, qu'on est effectivement dans une période où l'investissement financier régulier rémunère. Pourquoi? Puisque les taux d'intérêt sont élevés. Parce que effectivement, la liquidité rapporte. Donc forcément, toutes les classes d'actifs se relient et se mettent en musique pour permettre effectivement d'avoir ce type de rendement. Donc, effectivement, quand on regarde un rendement modéré à 7%, il faut y aller également tout de suite, hein, bien entendu. Donc, encore une fois, voilà un scénario. Si vous aviez pu investir sur un an glissant, suivant effectivement les typologies de risque, 13,6% sur ambition, 10,8% sur horizon et au modéré 7,2%. Pour vous donner quand même un ordre, on s'était mis comme objectif 6% cible sur ambition. Donc, on l'a beaucoup plus effectivement performé. Et encore une fois, c'est positif pour notre sélection d'unités de compte. Et effectivement, voilà, à mettre toujours en rapport, hein, Michael, de ces rendements par rapport aux rendements qu'on peut toucher sur d'autres types de placements. On sait qu'on a un livret A aujourd'hui qui est à 3%, ça va pas durer. Jusqu'à fin février. Voilà, et donc il faut toujours avoir en tête les rendements qu'on peut aller récupérer sur les différents supports. Très important. Alors, sur la partie effectivement diversification géographique, typologique, sectorielle, on l'a construit comme ça. On a regardé effectivement les sociétés de gestion qui sont les plus spécialisées dans leur domaine. On regarde le côté obligataire, Tikeo, hein, vous savez que Community fait quand même partie de Tikeo depuis 2019. Tikeo, dans lequel on a intégré 4 fonds, 2 fonds actions, 2 fonds obligataires sur des thématiques d'opportunités de développement d'entreprise au rendement, surtout sur le Tikeo European High Yield. Tikeo Short Duration est un des plus anciens fonds, on va dire, en termes de capitalisation à plus de 500 millions d'euros. Je ne vais pas rentrer dans chaque, effectivement, unité de compte et vous savez que désormais, depuis plus d'1 an, nous faisons des petites vidéos qui vous permettent effectivement d'entrer un peu plus dans le détail de ces fonds-là avec le mot du gérant. Donc, je vous invite à aller effectivement regarder sur Homunity la page YouTube pour avoir effectivement l'entièreté des vidéos. Sofidy, Arkea sur le côté immobilier. Ensuite, on a Edmond de Rothschild sur le côté US Value. Pluvalcas sur la partie un peu plus française, small cap, pas petite entreprise, mais quand même pas les grosses capitalisations boursières. Et Leva Capital comme GES également sur la diversification géographique américaine et économiquement européenne dite du Nord. Alors effectivement, sur cette troisième thématique, on va essayer de voir comment on peut maximiser les bénéfices de l'assurance vie au moment où on se rapproche de la retraite. Comme on le disait il y a quelques minutes, l'assurance vie, c'est un contrat qui a vocation à évoluer dans le temps. Et donc, évidemment, plus on va se rapprocher de la retraite, plus il va falloir adapter le contrat par rapport à cet âge de retraite qui s'approche. Le premier levier sur lequel on peut agir, c'est qu'effectivement, on va sans doute se poser la question, après tout dépend des profils de chacun, bien sûr, mais est-ce que l'allocation en termes de risque, elle est toujours aujourd'hui adaptée au moment où je me rapproche de mon départ à la retraite? Donc, un premier conseil qu'on peut vous donner, c'est regardez votre allocation au moment où vous vous rapprochez de votre départ à la retraite et n'hésitez pas à faire des arbitrages au sein du contrat pour pouvoir augmenter la partie sécuritaire et diminuer la partie qui est plus exposée, et ce qui du coup vous permettra évidemment de sécuriser votre placement.
Le deuxième conseil, on l'évoquait il y a quelques minutes, les retraits programmés, donc ce qui vous permet effectivement de tout de suite générer ce complément de revenus et donc du coup de venir compléter la perte de revenus que Michael, tu nous présentais au moment où on part à la retraite. Et puis ces fameux versements avant 70 ans, vraiment essentiel à avoir en tête. On ne va pas rappeler ce qu'on a déjà dit, mais l'assiette des montants qui est versé avant 70 ans est vraiment très intéressante en termes d'optimisation de transmission, même si, comme tu le disais, la transmission, ce n'est pas forcément le même objectif que la retraite. En tout cas, c'est voilà, à avoir en tête que les sommes que vous versez avant 70 ans bénéficient, quoi qu'il arrive, d'un cadre fiscal qui est particulièrement avantageux. À l'inverse de ces trois conseils, qu'est-ce qu'on doit éviter? Bon, voilà, sur des écueils assez fréquents qu'on va essayer d'éviter. En tout cas, il faut vraiment se pencher dessus et être certain qu'on les a bien identifiés. On parlait des frais. Donc, évidemment, on parlait des frais d'entrée, on parlait des frais d'arbitrage, on parlait des frais de gestion. Quand on fait un peu un sondage, que ce soit avec nos proches, nos collègues, on se rend compte que on n'a pas forcément tous la vision claire, précise sur ce qu'on paye sur un contrat. Est-ce que j'ai payé des frais d'entrée? Oui, non. Si je fais un arbitrage, combien ça va me coûter? Mes frais de gestion, combien j'ai payé? Alors oui, les rendements sont toujours nets de frais de gestion, mais combien on a payé ensuite avant sur les frais de gestion? Si j'ai eu des frais de gestion élevés, ça a quand même impacté mon rendement. Deuxième écueil à éviter, c'est une allocation qui ne serait pas pertinente par rapport à votre profil de risque et par rapport à votre stratégie d'investissement. Ça, malheureusement, c'est des choses qu'on voit trop fréquemment avec voilà, quelqu'un qui est venu souscrire sur une poche de diversification, peut-être pour faire plaisir à son interlocuteur, à son banquier, à son assureur, mais lui, c'était pas sa conviction, et donc du coup, il se retrouve avec une allocation qui finalement n'oblige pas du tout à son profil de risque ou à ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment un écueil majeur à éviter. Et puis, bon, on a suffisamment parlé de la partie fiscale, hein, Michael. Voilà, ayez bien en tête ces différents seuils. Avant 8 ans, après 8 ans, évitez tout malentendu fiscal qui vous diminuerait quand même l'impact d'un retrait ou d'un versement en fonction du moment auquel vous le faites. Donc, soyez vraiment très vigilants sur les frais que vous payez sur un contrat, l'allocation de votre contrat et sur le cadre fiscal de votre contrat. Alors, juste avant de passer à la suite et de parler effectivement de l'importance de la clause bénéficiaire, on vous rappelle qu'on répondra à l'ensemble des questions le plus possible dans 3-4 minutes, le temps de terminer. Exactement. Et voilà, on les liste, ne vous inquiétez pas, on les voit. Et merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci pour ces questions, mais voilà, on essaie de le faire en une fois. L'importance de la clause bénéficiaire, bon, là encore, sans rentrer trop dans le détail de comment construire une assurance vie, quels sont les éléments importants pour les mettre, puisqu'encore une fois, tout contrat qui n'a pas de bonne clause bénéficiaire est un contrat qui pourrait devenir en déshérence. Donc après, il faut faire attention et bien l'écrire. Mais comme tu l'as dit au début, tout le monde peut être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie et on n'est pas obligé d'avoir de lien de parenté. Mais alors, juste en quelques mots, Hugues, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est une clause bénéficiaire? Pourquoi elle est essentielle? On vient de le dire, mais surtout, comment la formuler et les points clés à vérifier? Alors ça, c'est vraiment le point le plus important. Une clause bénéficiaire, vous avez différents types de clauses bénéficiaires qui existent. Les deux qui sont les plus connus, c'est les deux premières qu'on vous a présentées sur le troisième bullet point, la clause standard ou la désignation détaillée. La clause standard, ça va être une clause qui est proposée directement par l'assureur, qui va obéir normalement à un schéma successoral qui est assez classique. Mon conjoint, à défaut, mes enfants nés ou à naître vivant représentés par parts égales, à défaut, mes héritiers légaux. Ce type de clause. Donc, ça va vous permettre de ne pas nommer des personnes, mais de faire en sorte que la chaîne de succession la plus classique, la plus cohérente soit respectée. Attention donc au divorce. Exactement. Et généralement précise, non séparé. Exactement. Et aux familles recomposées. Et un point très important pour les enfants, on l'oublie souvent, mais au-delà de mettre effectivement la date et effectivement le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, voilà. Et donc ça, c'est des éléments importants, des points clés, les points clés à vérifier ou à retenir.
notion de désignation détaillée. Si vous Exactement. souhaitez nommer nominativement un bénéficiaire, soyez extrêmement précis, comme le disait Michael, À titre nom, d'exemple. prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale. La clause sur laquelle je voudrais qu'on prenne peut-être une minute, allez, je vais essayer d'être un peu plus rapide, c'est cette fameuse clause à tiroir. La clause à tiroir, elle est peu connue, c'est également connu sous le nom de clause à option. En fait, elle permet à un titulaire de contrat de donner le choix à un bénéficiaire ou à des bénéficiaires de la quotité du contrat qu'ils vont pouvoir toucher au moment de la succession. Et donc, du coup, je vous donne un exemple très simple. Elle est souvent utilisée par rapport aux conjoints et enfants. Le titulaire du contrat décède, son conjoint est nommé bénéficiaire avec une clause à option qui précise que le conjoint survivant peut prendre soit 100% du capital, soit 90, soit 80, soit 60. Et du coup, en fonction de l'option qui est retenue par le conjoint survivant, eh bien, les enfants vont avoir accès à la différence qui n'a pas été choisie par le premier bénéficiaire. Donc ça peut être une clause qui est assez utile. Encore une fois, faites-vous conseiller pour rédiger le mieux possible ces clauses bénéficiaires. Il faut absolument éviter l'écueil d'une clause bénéficiaire qui soit mal rédigée où l'assureur ne saurait pas à qui verser les fonds. Et une dernière point vraiment très rapide. On a également eu des questions dans le dernier webinaire, mais on rentrera pas on répondra pas à ces questions, mais on peut faire des clauses démembrées, Oui. forcément, soit par des ventes immobilières démembrées avec réemploi des fonds au sein des assurances vie, avec des clauses de souscriptrices et de démembrement entre usufruit et nue propriété. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous consulter pour effectivement construire tout ça. On arrive sur la fin. Alors, Michael, je te laisse le mot de la fin avant de répondre aux questions. C'est le cadeau, messieurs, dames, c'est le cadeau. Avoir un fonds euro aujourd'hui permettant d'avoir du 4,5 garanti sur la fin d'année 2024 et tout 2025 est aujourd'hui très compliqué à trouver puisqu'on le rappelait, le livret A est à 3%. Donc, n'hésitez pas à prendre date, si ce n'est effectivement pas forcément dans une logique de très long terme, puisqu'il y aura un arbitrage à faire. Mais vu qu'on a créé effectivement cette assurance vie avec des frais d'arbitrage à 0%, ça vous permettra de rentrer progressivement sur d'autres classes d'actifs, mais surtout de pouvoir avoir ces 4,5% garantis sur cette fin 2024 et 2025. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va répondre maintenant à vos questions. Donc, du coup, on a un certain nombre de questions que vous avez pu nous poser. Merci beaucoup de votre participation active. On va les prendre dans l'ordre d'arrivée pour les 10 dernières minutes qui nous restent. On a Philippe qui nous demande s'il y aura un replay. Cette question est assez facile. Il y aura évidemment un replay, Philippe, qu'on vous adressera par email et qui sera évidemment disponible aussi sur la chaîne d'Omnity. Ensuite, Michael, on a une question de Patrick qui nous dit aujourd'hui, je suis en retraite depuis plus de 10 ans, j'ai plus de 70 ans. Quel est l'intérêt pour moi d'ouvrir un contrat au Omnity? J'ai déjà plusieurs contrats d'assurance vie en cours qui ont tous plus de 8 ans. Alors, Patrick, quel est l'intérêt d'ouvrir une assurance vie après 70 ans? On l'a dit tout à l'heure, pour utiliser le dernier abattement possible pour transmettre 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires, pour le coup, au sein de cette nouvelle assurance vie. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que malgré tout, cette assurance vie que vous seriez en capacité de souscrire serait dans des conditions financières et de frais et d'allocation, ce qu'on disait tout à l'heure, les 3 écueils à éviter, donc à bien regarder, et d'investir régulièrement, mensuellement, sur une structure plus adaptée que peut-être vos anciens contrats, sans pour autant vous en démunir, puisque tout ce que vous auriez versé avant 70 ans est considéré pour l'abattement des 152 500 €. Donc, pour éviter toute confusion avec vos assurances vie actuelles, de toute manière, il en faut une nouvelle dans les conditions d'après 70 ans. Et puis, ça vous permet également, Patrick, si vous le souhaitez, de différencier les contrats sur lesquels vous avez peut-être des assiettes d'intérêt qui sont assez élevées. Vous avez des contrats peut-être avec des plus-values latentes qui sont importantes. Donc, du coup, si jamais vous étiez amené à retirer sur ces contrats-là, vous auriez une assiette de fiscalité peut-être plus élevée. Partir sur un nouveau contrat, ça vous permet de partir à zéro d'un point de vue fraction d'intérêt. Donc, ça peut avoir du sens sur cette optimisation. Donc, effectivement, les contrats d'assurance vie ne sont pas transférables, mais vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez, Patrick, et ça peut avoir du sens d'avoir plusieurs contrats parce que qui dit plusieurs contrats dit plusieurs stratégies et plusieurs objectifs.
Exactement. On a une question, Michael, de Oui. Philippe, qui nous demande sur les arbitrages. Quel est le délai pour la prise en compte d'un arbitrage? Alors, le délai, ça dépend de l'unité de compte. Si on est sur l'immobilier, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, comme une action, une obligation. Donc, sur une dizaine de jours, une SCI, c'est à peu près arbitré et c'est pratiquement instantané sous 24-48 heures. Ça dépend si on le fait le vendredi ou le mardi, mais puisque les assureurs prennent beaucoup de congés, hein, on le sait, c'était une blague. Donc voilà, on est entre 24 et 48 heures maximum pour de l'unité de compte action obligation, grand maximum, et une dizaine de jours pour tout ce qui est SCI, puisque ça dépend des valeurs liquidatives tous les 15 jours. Et Philippe nous pose une seconde question. Est-ce qu'il y a des ETF sur le contrat et est-ce qu'on a la possibilité de faire des arbitrages programmés sur des ETF? Alors, plusieurs choses. On a choisi 13 unités de compte, 15 maintenant unités de compte, pardon, sur les 6 sociétés de gestion qu'on vous a présentées. On n'a pas intégré d'ETF puisqu'on est forcément sur une gestion ultra passive. Donc notre analyse, si vous voulez, d'unité de compte et du choix et comme on le fait depuis 10 ans, que ce soit sur le crowdfunding ou les SCPI, on apporte effectivement notre expertise au choix de certaines unités de compte au PCVM qui parfois sont identiques en termes de performance sur le long terme sur des ETF. Maintenant, on a accès aux ETF. Si vous souhaitez, puisque certains contrats en gestion libre, malgré tout, investir sous quelques ETF, nous pourrons regarder dessus. Mais derrière, nous ne pourrons pas vous apporter quoi que ce soit comme terme de conseil, puisque un ETF, comme vous le savez, réplique un indice et ensuite rendez-vous à la retraite. Donc c'est vrai que ça peut être effectivement un moyen simple d'investir pour la retraite sans pour autant avoir la main dessus. Merci Michael. On a une autre question importante sur les arbitrages. Est-ce que les arbitrages sont possibles directement pour nos clients investisseurs sur leurs différents accès ou est-ce qu'ils doivent passer par nos services? Alors pour ce qui est d'arbitrage, logiquement, vous avez accès à votre arbitrage au sein de votre contrat. Maintenant, on s'appelle tous les trimestres pour faire un point sur votre allocation et vous permettre d'avoir un temps quand même d'investissement nécessaire sur au minimum 3 mois sur une unité de compte pour savoir s'il faut y bouger ou pas. Donc 4 fois par an, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'aucun d'entre vous ne voit votre assureur ou votre banquier même une fois par an. Donc 4 fois par an pour une analyse des unités de compte que l'on suit journalièrement avec nos équipes, ça nous permet d'avoir ces arbitrages à ces moments-là. Maintenant, si vous souhaitez modifier effectivement l'allocation, nous préférons avoir un échange avec vous pour comprendre effectivement votre souhait, puisqu'on a construit ces allocations sur effectivement plusieurs années. Et donc, voilà, l'arbitrage, nous le conseillons plutôt qu'il soit subi de notre côté. Et en tête, Philippe, c'est pas du tout antinomique avec votre question, mais que effectivement le contrat d'assurance vie par nature, si on veut le comparer par exemple avec un compte titre ou un plan d'épargne en action, a pas forcément vocation à subir autant d'arbitrage. Après, tout dépend des types de contrats, bien sûr, et des stratégies que vous souhaitez y placer. Mais vous avez un contrat qui, en termes d'unité de compte, vous avez une latence sur les arbitrages que vous n'avez pas sur certains types de supports actions, par exemple sur un PEA. Donc effectivement, c'est pas forcément la même stratégie de gestion. On a une autre question intéressante. Est-ce que les unités de compte sont limitées à celles qu'on a citées, Michael, ou est-ce qu'on va en intégrer de nouvelles? Alors, nous regardons chaque mois l'ensemble du catalogue des unités de compte de Suravenir, puisque c'est Suravenir avec qui on travaille. Je ne sais pas si on avait réévoqué au début, donc c'est Suravenir, Fiat Mutuelle. On peut en modifier, en enlever, en arbitrer, en rajouter. On ne veut pas en rajouter énormément puisqu'il faut que ça soit lisible pour vous, transparent. Il faut que nous, derrière, on puisse vous apporter des éléments concrets. Et puis, encore une fois, on n'est pas une maison de gestion à regarder à la seconde toutes les modifications des unités de compte. Donc, réponse simple. Oui, on va en rajouter parce qu'on ne va pas s'arrêter sur cette unité de compte et ça reprend la question d'avant des allocations puisqu'on va être actif là-dessus et vous apporter cette question. Voilà, nous avons regardé, on souhaite arbitrer celle-là. Vous souhaitez-vous? Non, vous aurez toujours la main, c'est important. Donc, on est conseillé, on n'a pas le mandat sous gestion, c'est très important. Deuxièmement, est-ce que finalement, on se voit régulièrement? Oui, on l'a dit, tous les 3 mois quand même. Et ça vous permet d'avoir cette possibilité de voir progresser, diminuer votre allocation d'à peu près 15 unités.
Merci, Mickaël. On va prendre deux dernières questions, comme ça on respectera le timing d'aujourd'hui. On a une question sur la part réservataire. Quid des parts réservataires malgré la clause bénéficiaire? Alors, est-ce qu'on comprend la question qui est posée? Alors, les parts réservataires, je pense que vous parlez de la quotité disponible. Je pense aussi. Alors, vous savez que le droit civil de la quotité disponible, bah, cette quotité disponible qui normalement peut être amenée à n'importe quel enfant, bah, vous pouvez le mettre sur votre contrat d'assurance vie. Hein, je vous rappelle, si vous êtes marié, vous avez 2 enfants, la quotité disponible est de 1/3. On est bon. On est bon. 1/3, 1/3, 1/3. Donc, ce tiers-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez et donc l'intégrer au sein d'une assurance vie et mettre en bénéficiaire le ou les enfants ou la conjointe ou le chat ou l'assureur ou qui vous voulez et ça ira effectivement à cette personne. Donc, la réponse pas réservataire malgré la clause bénéficiaire. Si nous avons bien compris cette question, eh ben vous pouvez effectivement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, évidemment. Et on vous a présenté sur le slide précédent les coordonnées. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour répondre à vos questions en séance. Et puis celles qu'on n'a pas pu prendre ou celles que vous n'avez pas forcément eu le temps de nous poser, on est évidemment à votre disposition et nos équipes également sont à votre disposition. On va prendre une dernière question. Hugues, je crois que c'est sur le fonds euro. Alors, on a une question de Catherine qui est effectivement très, très importante selon moi, qui concerne la possibilité d'investir pour pouvoir bénéficier de l'offre que tu nous présentais, Mickaël, de 4,5 sur le fonds euro en 2024 et 2025. Catherine nous demande s'il est nécessaire d'avoir une quote-part en unité de compte pour pouvoir bénéficier de cette offre. La réponse, Catherine, elle est très simple. La réponse est non. Vous n'avez aucune obligation d'avoir une quote-part investie en unité de compte pour bénéficier de cette offre de taux sur le fonds en euros. Jusqu'au 31/12/2024. Exactement. Donc, du coup, votre question, elle est très pertinente parce que vous avez pas mal d'assureurs sur la place, de banques assureurs qui vont avoir cette exigence d'une quote-part d'unité de compte pour pouvoir vous faire bénéficier de l'offre de taux sur le fonds euro. C'est pas le cas de l'offre qu'on vous propose. Elle est totalement accessible, même si vous souhaitez faire un versement 100% exclusivement en fonds euros. La seule contrainte, elle est importante, c'est que vous fassiez votre versement avant la fin de l'année. Donc là, aujourd'hui, on est le 14 novembre. L'offre de taux, elle est valable jusqu'au 31/12/2024. Donc voilà, n'hésitez pas, que vous souhaitiez faire de la diversification ou purement de la prise de date ou un versement complémentaire exclusivement sur le support en euros, c'est tout à fait possible. Aucune condition d'unité de compte n'est exigée sur le contrat. Merci beaucoup, Hugues. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos questions. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir.